On m'aurait demandé quand j'avais 12 ans, donc en première année de secondaire, à quoi me faisait penser Alexandrie, plus que vraisemblablement, comme beaucoup d'élèves et de condisciples de mon âge, j'aurais répondu à la chanson de Claude François, Alexandrie, Alexandra. Sans doute, dans un second temps, j'aurais sans doute aussi pensé à Astérix et Cléopâtre, album d'Uderzo et Goscinny dans lequel, à la fin de l'ouvrage, Cléopâtre offre pour service rendu à Panoramix, qui ne rêvait qu'à cela, des rouleaux de la célèbre bibliothèque. Enfin, sans doute aussi, parce que j'étais passionné par la bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, j'aurais sans doute aussi évoqué le mystère de la Grande Pyramide, ce volume où Mortimer se trouve embarqué dans une aventure au départ de la lecture d'un parchemin, ou plus exactement d'un papyrus, sur lequel apparaît le nom de Manéthon, le seul historien égyptien écrivant en grec dont le nom nous soit parvenu. Mais plus sérieusement, le sujet que je vais aborder aujourd'hui ne fait pas partie des programmes de première secondaire. Je vais parler de la vie intellectuelle en Égypte du IIIe siècle avant Jésus-Christ au Ve siècle après Jésus-Christ. C'est une matière qui, pour des raisons tout à fait compréhensibles, n'est pas traitée, faute de temps, et parce qu'il y a des urgences à traiter préalablement et qui concernent l'histoire politique, l'histoire de la vie quotidienne et l'histoire de la religion égyptienne. Ce qui est sûr, c'est que Alexandrie a été un centre très important dans l'Antiquité sur le plan culturel. Mais le développement culturel d'une cité ne peut s'expliquer, bien entendu, que par l'essor économique, artisanal et commercial dans lequel la vie économique, la vie intellectuelle peut se développer. Les deux sont liés. Il faut penser qu'Alexandrie, à l'époque qui nous intéresse, c'est l'équivalent de Paris au XIXe siècle, c'est l'équivalent de New York après la Deuxième Guerre mondiale. Mon plan comprendra deux parties. Tout à fait logiquement et chronologiquement, je traiterai successivement de l'époque grecque, autrement dit l'époque ptolémaïque, qui couvre les 3e, 2e, les 1er siècles avant notre ère, et dans un second temps de la période romaine qui s'étend du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. Bien entendu, en conclusion, j'essaierai de voir quelle a été la postérité de la culture égyptienne, à la fois pour les Romains et pour les siècles à venir jusqu'à notre époque. Je commence donc par l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire l'époque où règnent en Égypte des rois d'origine macédonienne. Ces rois sont issus de Lagos, d'où leur autre nom, c'est-à-dire la dynastie des Lagides. Et je vais tenter de distinguer ce qui est
proprement grec dans la culture qui se développe à Alexandrie à cette époque, de ce qui est plus particulièrement lié à la culture juive ou à la culture égyptienne. Culture grecque tout d'abord. Les premiers Ptolémées, je veux dire Ptolémée Ier, Ptolémée II et Ptolémée III, qui règnent donc au IIIe siècle avant notre ère, mettent en œuvre une véritable politique culturelle, car, comme dans de nombreux États, et encore à l'heure actuelle d'ailleurs, mais de moins en moins, et c'est bien triste, le pouvoir a toujours cherché à se faire valoir par le mécénat et par son soutien aux intellectuels. Les Ptolémées, et ceci dès le début du IIIe siècle avant notre ère, vont créer deux institutions, le musée et la bibliothèque. Musée est un terme qui trouve son origine dans ces divinités secondaires qui entourent Apollon et qui sont au nombre de 9, les muses, et bibliothèque trouve son étymologie dans deux termes grecs qui signifient une armoire à livres. Le musée d'Alexandrie n'est donc pas, comme aujourd'hui, un lieu que l'on visite pour y voir des peintures ou des pièces archéologiques. Le musée d'Alexandrie doit être comparé plutôt à un centre de recherche. Je dirais même, pour simplifier et sans chercher à faire de l'anachronisme provocateur, on peut dire que le musée d'Alexandrie, c'est l'équivalent du CNRS, c'est-à-dire du Centre national de la recherche scientifique en France. C'est-à-dire que dans le musée sont hébergés, sont nourris et blanchis des savants, des intellectuels qui sont accueillis par l'État ptolémaïque, autrement dit par les pharaons grecs, afin qu'ils puissent y développer en toute sérénité leurs travaux et y faire leurs recherches. Le concept est donc résolument moderne et annonciateur d'avenir. Ceci dit, lorsqu'on y réfléchit bien, il faudra attendre bien longtemps avant que ce concept soit mis en œuvre dans nos régions. Rappelons qu'en Belgique, le Fonds national de la recherche scientifique a été créé dans l'entre-deux-guerres et que le CNRS n'a vu jour en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire il y a maintenant 70 ans. Donc cela est très récent. Et pourtant, cette idée d'un centre de recherche existait déjà il y a 2300 ans en Égypte. Quelles étaient les disciplines qui étaient pratiquées? En fait, l'ensemble des sciences. Quand je dis l'ensemble des sciences, il faut entendre non seulement la mathématique, l'astronomie, il faut y entendre également la littérature et l'érudition, sans parler bien sûr de la philosophie. La bibliothèque maintenant d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est en fait, comme son nom l'indique, cette fois-ci précisément, et le sens du terme bibliothèque
était le même, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il est inventé, la bibliothèque c'est donc une institution qui est destinée à accueillir des manuscrits, n'oublions pas que l'imprimé n'existe pas à cette époque-là, à accueillir donc des manuscrits, des savants, des écrivains qui se sont illustrés dans les siècles qui précèdent. Les Ptolémées se sont donc attelés à acheter ou à faire acheter des manuscrits, à les faire recopier par des scribes de telle manière que soit constituée à Alexandrie, dans cette fameuse bibliothèque, une collection tout à fait remarquable des écrivains grecs, car n'oublions pas que le grec est la langue savante, mais aussi la langue véhiculaire du bassin oriental de la Méditerranée, donc c'est la lingua franca de toute cette partie du monde ancien, donc le grec est une grande langue, une très grande langue qui correspond, je dirais, à l'anglais aujourd'hui, et langue dans laquelle s'exprimaient justement les intellectuels. C'est ainsi que un des souverains lagides, Ptolémée donc, a décidé de faire venir de nombreux manuscrits d'Athènes pour les faire recopier, mais la légende raconte qu'il a renvoyé en fait des copies à Athènes et qu'il aurait gardé donc les originaux. Difficile de faire la part des choses. Combien de volumes furent finalement rassemblés dans cette bibliothèque? On a compté qu'il devait y en avoir, à la fin de l'époque hellénistique, aux environs, mais il s'agit d'une extrapolation, aux environs de 50 000 volumes. 50 000 volumes, c'est un concept qu'il faut, comment dirais-je, préciser. Car en fait, les ouvrages se présentaient sous la forme de rouleaux. Donc, des rouleaux qui étaient assez grands, d'ailleurs, en taille, et sur lesquels on recopiait les chapitres les uns après les autres. Et lorsque l'on n'avait plus de place, on utilisait un deuxième rouleau de papyrus, puisque le support matériel qui était utilisé à cette époque, ce sont donc les papyri, au départ d'un matériau justement qui est abondant, donc bon marché, papyri qui pousse sur les bords du Nil, qui est un support qui est à l'avantage d'être à la fois souple et solide. Un chiffre qui a été avancé serait celui de près de 500 000 rouleaux, mais cela correspondrait donc à approximativement 50 000 volumes. Ce que l'on appelle un volumen dans l'Antiquité, c'est donc un livre écrit sur un rouleau ou sur plusieurs rouleaux. Pour vous donner un petit peu une comparaison à l'heure actuelle qui serait visible, accessible, ce seraient les rouleaux de la Torah qui sont lus avec un sceptre dans les synagogues. C'est ça un volumen, donc au pluriel volumina. Il n'y a donc pas usage du fameux codex latin qui est donc un cahier et qui aura bien sûr, comme vous le savez, un succès très important par la suite puisque nos livres aujourd'hui
ne sont rien d'autre que des codex ou des codices, hein, si l'on veut utiliser un pluriel, alors que nous avons complètement abandonné le concept du volumen, qui est justement beaucoup trop volumineux, et cela dit bien ce que cela veut dire, puisqu'il faut donc les dérouler lorsque l'on avance dans la lecture, et ça prend énormément de place. Dans cette bibliothèque, il a fallu établir des catalogues des volumes conservés. C'est à cette tâche que se sont consacrés les différents directeurs de cet établissement. Parmi ces directeurs, on doit au moins mentionner, pour le IIIe siècle avant notre ère, les noms de Callimaque, les noms d'Apollonius de Rhodes et enfin celui d'Ératosthène, qui sont vraiment trois personnages importants, pas seulement parce qu'ils étaient bibliothécaires, mais aussi parce qu'ils furent de grands savants. Callimaque et Ératosthène étaient tous les deux originaires de Cyrène, c'est-à-dire du nord-est de la Libye actuelle. Apollonius, je viens de le dire, était originaire d'une île qui se trouve au sud-ouest de la Turquie aujourd'hui et qui est l'île de Rhodes. Callimaque et Apollonius étaient des poètes. Ératosthène était un mathématicien et astronome. Je crois utile et intéressant surtout de vous lire un extrait des œuvres de Callimaque. Dans la traduction aux éditions Garnier. Callimaque a publié diverses œuvres qui sont regroupées en hymnes, en épigrammes, en causes, en grec le mot cause se dit aitiai, écalés, élégies, iambes et poèmes lyriques. Ce sont donc l'ensemble des œuvres que l'on a conservées et que l'on trouve donc reproduites dans le recueil que je viens de vous montrer. Je me propose de vous lire ici un extrait, un court extrait, pour vous donner un petit peu le ton des hymnes, un poème qui est destiné à Zeus, donc au roi des dieux. À l'heure des libations, que chanter sinon Zeus? Que chanter plutôt que lui, le Dieu toujours grand, toujours roi, le vainqueur des fils de la terre, le juge des Ouraniens. Les Ouraniens, ce sont donc les divinités célestes qui dominaient le ciel avant la deuxième génération des dieux. Magnifiquement tu grandis, magnifiquement s'accrut ta force, ô Zeus Ouranien. Donc Ouranien signifie céleste. Bientôt adolescent, ta joue se couvrit d'un prompt duvet. Mais encore enfant, ton intelligence était parfaitement mûre. Aussi tes frères, bien que tes aînés, ne te contestèrent point à juste part la maison céleste. Ils n'ont pas dit la vérité, les vieux Aèdes, donc les vieux poètes. C'est le sort, prétend-il, qui assigna aux trois chronies leur domaine. Donc, ici, il est question donc des frères de Zeus, qui se sont donc partagés l'univers, et quand ici il est question des trois chronides, il s'agit donc de ces trois fils de Cronos. Mais quand il s'agit de l'Olympe et de l'Hadès, qui donc tirerait les sorts? Qui donc, si ce n'est un fou?
Pour tirer au sort, les lots doivent être égaux. Mais entre ceux-ci, il y a un abîme. Si nous mentons, que nos songes au moins soient croyables. Non, ce ne sont pas les sorts qui t'ont fait roi des dieux, ce sont les œuvres de tes mains, c'est ta vigueur, c'est ta force, et tu les fis asseoir près de ton trône. Voilà donc pour cet extrait tiré d'un hymne à Zeus. Callimaque a eu pour successeur Apollonios de Rhodes. Il ne s'entendait pas avec lui. Il avait une vision tout à fait autre de l'écriture, et il estimait, à juste titre d'ailleurs, qu'Apollonios écrivait beaucoup trop longuement, au point d'en être ennuyeux. Il n'allait pas tout de suite à ses yeux à l'action, et il tirait en longueur l'histoire qu'il racontait. Cela est juste. Apollonios a été publié dans le volume que je vous ai montré, en tout cas le chant 3 des Argonautiques. Il se fait que dans cet ouvrage, il est bien entendu question de la célèbre magicienne Médée, mais pas du tout dans la tradition où nous la connaissons, c'est-à-dire à partir d'Euripide essentiellement, et l'on va voir toute la différence et toute la distance qui sépare d'une part donc Apollonios d'Euripide. Je vous lis ici un extrait de ce poème, de ce très long poème, dans la traduction donc qu'en a donné Marguerite Yourcenar, qui a traduit de manière tout à fait remarquable, parce qu'elle était helléniste, de nombreux poèmes du grec, dans un ouvrage publié chez Gallimard, et qui est donc un recueil de traduction de poèmes grecs, qui s'intitule « La couronne et la lyre ». C'est un passage qui est très beau et qui ne correspond pas du tout à l'image que, a priori, nous avons de Médée, dont nous avons un très mauvais souvenir, puisque vous savez qu'elle fait mourir son mari Jason dans une tunique qui le brûle et qu'elle tue ses deux enfants. Les enfants donc qu'elle a eus de lui. Je vous lis donc un poème où Médée quitte la maison paternelle. C'est l'heure où les marins, levant les yeux, regardent vers l'ours et l'orion, où sommeillent les gardes, où dort le vagabond, où la mère qui pleure son fils mort s'assoupit, l'oubliant pour une heure, où les chiens dans la rue ont cessé d'aboyer. Au lit, aux portes de sa chambre, elle donne des baisers d'adieu, et ses mains caressèrent les murs. Puis, coupant une tresse et la mettant sur l'oreiller, pâle, elle dit « Mère, je pars à tout jamais, sans lendemain de retour. Et plains-moi dans mon destin maudit, lorsque tu trouveras cette natte. Ô Jason, que n'es-tu mort, noyé en mer ou chaviré sur les rochers, avant d'atteindre ce rivage. Adieu maison, parents aimés. » Le cœur navré, elle pleurait. Ainsi qu'en son humble détresse, une fille arrachée à ses champs, asservie, inexperte aux travaux, où va s'user sa vie d'esclave, assujettie à quelque âcre maîtresse, fuit ses maîtres cruels et leur riche maison. Ainsi fuyait Médée hors du palais natal. La grande porte, en bas, sur ses gonds de métal,
tourna sans bruit lorsqu'à mi-voix elle chanta. Elle sortit pieds nus et avança d'un pas rapide, d'une main se voilant le visage, de l'autre relevant de peur de trébucher. Mais soudain, la nuit l'épouvanta. Hors de murailles, loin des tours, elle courut, frémissante, invisible aux gardes. Puis parut le temple environné par de funèbres bois, où souvent elle avait ramassé de ses mains, pour s'en servir dans ses philtres, des os humains ou des simples qui font mourir. Mais cette fois elle avait peur. Bientôt, du sommet d'un rocher dominant la rivière, elle aperçut un feu brûlant sur l'autre bord. Heureuse, elle appela et un canot se détacha, car c'était là que Jason l'attendait. Quand vous lisez Euripide, qui écrit 2 siècles plus tôt, pratiquement, 1 siècle et demi plus tôt, vous voyez toute la différence. Je vous montre ici une édition courante en français dans le Théâtre complet, volume 4, où la pièce est donc publiée, éditée en français, chez Garnier-Flammarion. Voici. Il s'agit des vers, on doit situer entre les vers 92 et, disons, 110, quelque chose comme ça. La première intervention de Médée au tout début de la pièce est la suivante. Et vous verrez la différence de ton. Évidemment, on ne se situe pas, bien sûr, au même moment de l'action, mais je ferai un petit commentaire après ceci. Hélas, infortunée que je suis, malheureuse, quelle souffrance, hélas, malheur, malheur à moi, que ne puis-je mourir? Hélas, je souffre, infortuné, je souffre des maux qui méritent quelque lamentation. Ô fils maudit d'une odieuse mère, puissiez-vous périr avec votre père et toute la maison râler à sa perte. Je vous l'ai dit, le moment de l'action est tout à fait différent. On se place dans une chronologie qui n'est pas la même, mais ce qui est évident, c'est que chez Apollonios de Rhodes, il n'y a pas dans son long poème cette tension, ce côté tragique, ce côté furieux de Médée qui fait tout le pathétique du personnage. Au contraire, les gens avancent lentement et on n'est pas pris par la progression de la folie de Médée. Reste Ératosthène, qui est le 3e grand bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque des Ptolémées. Ératosthène, et là je crois que ce nom vous dira davantage que ceux de Callimaque et Apollonios, Ératosthène, parce que vous l'avez vu dans vos cours de géographie, dans l'enseignement secondaire, Ératosthène, c'est ce bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie, grand mathématicien, grand astronome, qui va pour la première fois proposer une longueur, ou va plutôt pour la première fois mesurer de manière à partir d'une hypothèse ou d'une extrapolation, pour être plus précis, la circonférence de la Terre, sphérique donc très clairement,
qu'il évalue à un peu plus de 39 000 kilomètres. Remarquez que l'on est vraiment très proche donc de la réalité. Et il avait calculé cette circonférence à partir de l'arc, donc de la courbure du méridien qui courait d'Alexandrie à Syène, c'est-à-dire à Assouan, qui se trouvait beaucoup plus au sud, donc sur le Nil. Et à partir de là, il avait observé, vous vous souvenez certainement de cette expérience où, au même moment de la journée, je crois que c'était midi, alors que le soleil atteignait, les rayons du soleil atteignaient le fond des puits à Alexandrie, à Syène, donc à Assouan, les rayons n'atteignaient qu'une certaine hauteur dans les puits, puisque, évidemment, ils tombaient de manière oblique. Et à partir de là, il a pu donc, d'une manière expérimentale, montrer que la surface de la Terre était bien courbe, que la Terre était donc bien une sphère, et que l'on pouvait donc calculer donc la circonférence de la Terre. Ce qu'il a fait, et son expérience a été tout à fait probante. Passons maintenant à la culture juive. Quand je dis la culture juive, entendons-nous bien. Il s'agit effectivement d'une tradition et d'un héritage qui remonte bien loin, mais qui a une spécificité, une originalité. C'est que la culture juive s'hellénise. Elle s'hellénise par un biais qui est tout simple, c'est celui de la langue. En effet, cette culture juive est tout à fait hellénophone, donc elle est grecque. L'araméen, qui était la langue véhiculaire des Juifs, avait été progressivement abandonné au profit du grec. Parenthèse, l'hébreu n'étant plus utilisé qu'à des fins liturgiques, donc par les prêtres et par les rabbins. Donc, cette culture juive s'hellénise, elle va être bientôt complètement hellénisée, à l'époque romaine en tout cas, et une œuvre tout à fait essentielle va être produite au IIIe siècle avant notre ère, à cheval sur le IIe siècle avant notre ère, c'est la fameuse Bible des Septante. Quand je dis produite, le terme n'est pas tout à fait juste, quoique. Vous savez qu'un traducteur est un créateur. Ce n'est pas un robot. Et par conséquent, la Bible, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, je parle ici de la Bible des Juifs. Le terme Bible lui-même est issu d'un mot grec, biblia, qui est un neutre pluriel. Donc, Bible est un mot qui recouvre un pluriel, puisque la Bible est composée de plusieurs livres. Eh bien, à la demande de Ptolémée, donc du roi, du pharaon égyptien d'origine macédonienne, d'origine grecque, la Bible aurait été traduite en grec pour être accessible, et elle aurait été traduite par 70 savants, en tout cas c'est la tradition qui rapporte ce chiffre, et aujourd'hui on parle donc de Bible des Septante. C'est une des rares, et sans doute la seule utilisation du terme Septante par nos voisins français.
On dit bien la Bible des 70 et pas la Bible des 70, hein, je le répète. Ceci va avoir une influence, une importance considérable. Un jour, je me souviens que dans un des livres de Mobiliano, j'avais lu qu'il avait demandé un jour, dans une librairie ou chez un bouquiniste, une édition de la Bible en grec, et on lui avait répondu que on n'avait pas de traduction de la Bible en grec, ce qu'il avait trouvé particulièrement cocasse, puisque la Bible que nous utilisons est en fait une Bible grecque, traduite dans les langues modernes actuelles. Donc nous utilisons une Bible qui avait été déjà traduite au IIIe siècle avant notre ère en grec, donc par cette assemblée de savants qui collaboraient, de philologues qui avaient collaboré. En tout cas, c'est ce qu'explique la tradition. Ceci va avoir une importance tout à fait considérable, parce que vous savez que la Bible, encore aujourd'hui, est le livre le plus publié dans le monde. J'en arrive maintenant à la culture égyptienne. La culture égyptienne qui est entre les mains du clergé, entre les mains des prêtres, et qui est restée, à l'époque qui nous intéresse, imperméable à la culture grecque, avec toutefois une exception, celle de Manéthon, que je citais dans mon introduction, à partir de la série La bande dessinée Black et Mortimer. Manéthon qui fait le lien, justement, dans la mesure où il s'agit d'un prêtre égyptien qui écrit en grec, à destination donc des Grecs, vraisemblablement donc des élites, enfin certainement à la demande des élites et des pharaons grecs, une histoire de l'Égypte dont il ne nous reste pas d'ailleurs de traces. Nous savons par ailleurs qu'il a écrit cette histoire, mais nous n'en avons pas conservé d'exemplaires, dans un livre qui s'appelle Les Égyptiacas. Passons maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui porte sur l'époque romaine, c'est-à-dire l'époque qui s'étend du 1er siècle de notre ère jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Vous savez que Octave a battu Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31, et qu'à partir de ce moment-là, c'est la fin du règne des Ptolémées en Égypte et le début d'une nouvelle ère, puisque les nouveaux pharaons, ce seront les empereurs romains. Ici aussi, je vais subdiviser mon exposé en deux parties. Une première partie consacrée au judaïsme hellénisé et la deuxième partie à la culture grecque proprement dite. Je dis bien proprement dite, puisque en vous parlant de judaïsme hellénisé, nous sommes toujours, dans les deux cas en tout cas, nous sommes dans l'hellénisme. Je viens de vous parler de cette traduction de la Bible des Septante en grec. Il faut maintenant vous dire un petit mot pour le 1er siècle de notre ère d'un grand intellectuel, d'un philosophe qui va jouer un rôle de trait d'union tout à fait essentiel entre la philosophie ancienne, la philosophie païenne et d'autre part la philosophie chrétienne, par le biais du néoplatonisme dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Philon d'Alexandrie est donc un juif qui fait le trait d'union entre l'hellénisme et le christianisme. Il va donc préparer l'influence du platonisme sur le christianisme. Cette synthèse sera faite au VIe siècle de notre ère, en Égypte, justement. En ce qui concerne la culture grecque, je viens de vous dire un mot
de l'influence de Philon. Ce n'est peut-être pas inutile de faire le lien, le pont directement avec la philosophie, même si les philosophes dont je vais vous parler sont postérieurs de 2 siècles à Philon. Le IIIe siècle de notre ère est marqué par la renaissance du platonisme sous une forme nouvelle que l'on appelle le néoplatonisme et qui est issue d'une combinaison où domine le platonisme mais où l'aristotélisme et le stoïcisme ne sont pas absents, bien au contraire. Plotin, qui est le chef de file de ce courant, qui sera dominant dans l'Antiquité tardive, est l'auteur d'Énéade, c'est-à-dire de 9 livres, d'où leur nom d'Énéade, qui vient d'un mot grec qui signifie 9, justement. Il vit au IIIe siècle et il va être édité par son disciple Porphyre. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait de la première Énéade, donc du premier livre, qui est consacré en partie, en tout cas, au beau. Problème philosophique majeur chez Plotin, dont il ne me revient pas ici, pour ne pas dépasser évidemment les limites de ce sujet, qui tient à brosser un portrait sur les 8 siècles de la vie intellectuelle en Égypte, et je vais donc me limiter à cet aspect-ci des choses. 1. Le beau se manifeste d'abord et surtout à la vue, mais il est aussi destiné à l'ouïe, notamment dans l'éloquence et dans les variations musicales de toutes sortes, puisqu'aussi bien des mélodies que des rythmes peuvent être beaux. Et si quittant le domaine de la sensation, on se soucie d'atteindre un registre plus élevé, on constate que des occupations peuvent être belles, ainsi que des actions, des habitudes, des sciences également, et qu'il y a la beauté des vertus. Maintenant, s'il existe une forme de beauté antérieure à celle-là, c'est ce que la discussion montrera. Qu'est-ce donc qui fait et que les corps peuvent nous paraître beaux et que l'ouïe acquiesce à la beauté des sons? Et comment tout ce qui touche à l'âme peut-il être beau? Par ailleurs, est-ce une seule et même beauté qui rend belle toutes ces diverses choses, ou bien faut-il considérer que la beauté des corps est une chose et une autre celle des autres êtres? Que sont dès lors ces beautés ou cette beauté unique? Car certains êtres, comme les corps, ne sont pas beaux d'une beauté gravée au fond d'eux-mêmes, mais en vertu d'une participation, et d'autres le sont par eux-mêmes, par exemple la nature de la vertu. Et puis les mêmes corps peuvent tantôt paraître beaux et tantôt non, comme si c'était autre chose qu'être des corps et qu'être beau. Vous voyez ici, il distingue déjà 4 niveaux. Il parle d'abord des sens, le beau à travers les sens, et donc par la sensation. Ensuite, il parle du beau à travers des occupations. Dans un troisième temps, il parle du beau qui touche à l'âme. Et enfin, il parle de la beauté unique. Donc, il y a plusieurs niveaux de la beauté. Il part de ce qui est le plus matériel, si je puis dire, et il remonte vers le beau qui est unique, le beau par excellence. Donc on peut inversement considérer qu'il s'agit d'une cascade qui part de l'un et qui descend vers la matière. On voit ici l'influence platonicienne tout à fait évidente, mais pour l'instant je suis en train de préparer d'ailleurs pour demain un cours sur la littérature védique en Inde avant notre ère,
Et là, on voit justement, j'en parlerai dans mon prochain cours, d'un raisonnement qui est tout à fait proche, d'ailleurs, dans les Védas. Qu'est-ce donc cette qualité présente et manifeste dans les corps? C'est ce qu'il faut examiner d'abord. Ce qu'est cette chose qui anime le regard des spectateurs, le captive, l'attire à soi et fait qu'ils se réjouissent d'en avoir la contemplation. Si nous la découvrons, alors faisant d'elle comme un échelon, sans doute disposerons-nous immédiatement de quoi voir le reste de ce qui peut être contemplé. Je nie pas le reste, car tout ceci mériterait évidemment un cours en soi, si pas plusieurs, et je voulais simplement vous donner un aspect donc de cette, ou plutôt une approche de la philosophie néoplatonicienne telle qu'elle est développée par Plotin, donc à l'époque de l'Empire romain, au IIIe siècle de notre ère. Un personnage tout à fait original nous interpelle ici. Il s'agit d'Hypatie. Hypatie qui vit à cheval sur le IVe et le Ve siècle de notre ère. Alors, Hypatie a plusieurs originalités. Tout d'abord, c'est une femme, ce qui est tout à fait exceptionnel pour cette époque-là. D'avoir une femme qui est philosophe, qui a des disciples. En plus, elle vit à une époque où Alexandrie est devenue chrétienne. Et elle va être assassinée en 415 par des sbires de l'évêque d'Alexandrie. Et on voit qu'à ce moment-là, au début du Ve siècle, les chrétiens apparaissent comme des gens tout à fait sectaires, je dirais un petit peu, même peut-être tout à fait, en tout cas pour ceux-là, comme des gens qui sont très semblables aux djihadistes d'aujourd'hui. Donc le fanatisme, ça je crois que tout le monde l'a compris depuis longtemps, n'est pas réservé à une religion et qu'il n'y a pas de religion en soi tolérante ou intolérante et qu'hélas c'est le lot du phénomène religieux à un certain stade et dans certaines circonstances de son évolution, de leur évolution. Passons maintenant, après la philosophie, peut-être à la littérature. La littérature qui s'exprime sous sa forme poétique et sous sa forme prosaïque. Deux écrivains doivent être mentionnés, certainement. D'une part, Claudien et d'autre part, Nonos de Panopolis. Claudien, lui, est l'auteur il est l'auteur de longs poèmes en latin et plus particulièrement de panégyriques. Son contemporain, Nonos de Panopolis, lui, il est l'auteur de Dionysiaques. Alors, les Dionysiaques, comme son nom l'indique, ce sont des poèmes qui retracent, entre autres choses, le voyage de Dionysos, Denis, autrement dit dans sa traduction française, vers l'Inde. Ces ouvrages ont été écrits tous les deux vers la fin du IVe siècle, début du Ve siècle de notre ère. Ensuite, il faut citer dans le domaine de l'érudition deux auteurs. D'une part, Julius Polydeucès, autrement dit Pollux, qui vit au IIe siècle de notre ère, et d'autre part Athénée, qui est son contemporain. Je commence tout d'abord donc avec Julius Polydeucès. Il est l'auteur, lui, d'un Nonomonasticon.
oui, d'un onomasticon. Alors, de quoi s'agit-il? Onomasticon, vous voyez qu'il est fait référence ici, l'onomastique, c'est l'étude des noms. En fait, il s'agit d'un répertoire par matière, d'une sorte d'encyclopédie, si vous voulez. Quant à Athénée, il est l'auteur d'une compilation d'extraits tirés de près de 1500 ouvrages, compilation. Évidemment, une compilation n'a rien d'original, c'est plutôt un travail pesant, très ennuyeux à lire, mais qui, pour les historiens de notre époque, est tout à fait essentiel parce qu'il nous permet de connaître le contenu, au moins partiel, de toute une série d'ouvrages qui ont disparu de la circulation. Car vous savez que la civilisation antique a connu un véritable naufrage et que la grande majorité des œuvres qui ont été produites dans l'Antiquité ont complètement disparu de la circulation. Même si des historiens considèrent que finalement, quand on fait le bilan, les œuvres les plus importantes ou considérées comme telles par les contemporains, donc à cette époque-là, ont pu être sauvegardées, que l'on pense aux tragédies de Sophocle, d'Échille, d'Euripide, au texte de Démosthène, etc., qui étaient considérées comme des œuvres majeures dans l'Antiquité. Heureusement, celles-là sont restées. Alors, elles sont restées plus que vraisemblablement, on les a conservées parce qu'on en avait fait de très nombreuses copies. Je crois qu'il ne faut pas chercher d'explication ailleurs. Dans le domaine de l'histoire, maintenant, dans le domaine de l'histoire, un historien qui vit au IIe siècle de notre ère, donc à l'époque de Julius Polydeucès et d'Athénée, écrit, donc en grec, des Romaïca, ça veut dire littéralement des choses romaines, hein, des histoires romaines, qui nous sont particulièrement utiles pour les 2 derniers siècles de la République romaine, donc 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit donc des histoires d'Appien. Dans le domaine de la géographie et de l'astronomie, et je m'excuse ici de ce long inventaire, mais je tenais absolument à vous montrer qu'après l'époque classique, l'époque des grands auteurs qui sont encore étudiés dans les classes d'enseignement secondaire aujourd'hui, les Grecs ont continué à publier et qu'il y a eu des savants, des écrivains qui ont continué à publier en grec, pas seulement à l'époque hellénistique, mais aussi à l'époque romaine. On l'oublie trop souvent. 2 auteurs, tout d'abord Denis, qui au IIe siècle de notre ère écrit une plutôt périégèse, ce qui veut dire, ce qui vient d'un mot grec, qui signifie une description. Une description de quoi? Eh bien, de toutes les terres connues à son époque, dont les commentaires et les explications conduisent à l'élaboration de 26 cartes. C'est tout à fait essentiel lorsque l'on veut connaître la toponymie, c'est-à-dire la situation des lieux dans l'Antiquité avec leur nom de l'époque. Ensuite, vous avez le grand géographe, mais pas seulement géographe, aussi astronome, qui est Claude Ptolémée, donc 2e siècle de notre ère. Claude Ptolémée est l'auteur de 2 livres, principalement un lexique géographique et d'autre part une syntaxe mathématique. Son lexique géographique nous intéresse, bien sûr, mais peut-être moins que sa syntaxis mathematica. De quoi s'agit-il? Il s'agit véritablement d'une explication du mouvement des corps célestes
qui ne sera pas remise en question jusqu'à Copernic, vous imaginez, dans la première moitié du XVIe siècle. Et Galilée, d'ailleurs, dans la première moitié du XVIIe siècle, va consacrer un de ses ouvrages célèbres à la comparaison entre le système donc de Claude Ptolémée et d'autre part de Copernic. Lui-même ne prenant pas position officiellement, mais on comprend bien de quel côté se trouve il se trouve lui-même. S'il ne prend pas position officiellement, c'est par sécurité, pour éviter d'être censuré, pour éviter d'être condamné, car n'oubliez pas, Galilée a été condamné par l'Inquisition. Il n'en pensait pas moins, puisqu'il est sorti de son procès en disant « Neppure si muove », et pourtant elle tourne la Terre. Alors qu'on lui disait « Mais non, elle est au centre de l'univers, il n'y a rien à faire ». Et c'est le Soleil et les planètes qui tournent autour de la Terre. Enfin, voilà. Il a fallu attendre la deuxième moitié, la fin du XXe siècle pour que pour que l'excommunication de Galilée soit levée. Vous savez, l'Église a toujours été très orgueilleuse. C'était difficile, même devant l'évidence, de revenir sur des décisions passées. Quand vous pensez que pour Darwin, il a fallu également attendre la fin du XXe siècle pour que Jean-Paul II reconnaisse que la théorie de l'évolution des espèces était plus qu'une hypothèse. Vous voyez, hein, alors que tout démontre qu'il s'agit d'une évidence. Enfin, l'Église pouvait difficilement en faire plus, mais ça remettait évidemment en cause la notion de création. Enfin, dernier domaine, celui de la médecine. Un grand auteur, Galien, il vit aussi au IIe siècle de notre ère, donc vous voyez que le IIe siècle de notre ère, qui correspond à la dynastie des Antonins, à cette fameuse Pax Romana, à l'apogée de l'Empire romain, est essentiel pour la culture alexandrine et la culture égyptienne d'une manière générale. Pourquoi? Alors oui, parce que Alexandrie reste effectivement, et je ne vais pas faire de jeu de mots ici, le phare de la culture antique à cette époque-là, mais en Égypte, d'autres centres étaient apparus à Alexandrie même, mais à côté du musée. Voilà, je crois avoir fait le tour des différentes disciplines qui sont pratiquées à Alexandrie à l'époque romaine. Donc j'espère que vous avez bien retenu la philosophie avec Plotin et Hypatie, la littérature avec Claudien et Nonos de Panopolis, l'érudition avec Julius Polydeucès et Athénée, l'histoire avec Appien, la géographie et l'astronomie avec Denis et Claude Ptolémée, et la médecine, enfin, avec Galien. Conclusion de mon propos. Il est très à la mode aujourd'hui, et j'ai d'ailleurs dit déjà dans d'autres exposés, d'insister sur les continuités que sur les ruptures dans la chronologie. Premier point. Ensuite, toujours dans un esprit d'ouverture et de tolérance, de montrer que, plutôt que d'être conflictuels, les rapports entre les cultures peuvent connaître ou peuvent avoir des vases communicants. Autrement dit, que les cultures ne sont pas étanches, mais qu'il y a une circulation d'informations, un échange également de savants qui voyagent, et c'est ce que l'histoire d'Alexandrie et de la vie intellectuelle en Égypte pendant les 8 siècles que j'ai considérés ici, du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, nous montre abondamment. Les métissages sont nombreux, même si on a vu
que la culture égyptienne elle-même est réticente à absorber la culture grecque. En revanche, on a bien vu que le judaïsme, lui, absorbe comme une éponge l'hellénisme au point d'en adopter la langue, le grec, et que le judaïsme devient même un véhicule. Quand je dis le judaïsme, entendons-nous bien, je ne parle pas ici de la religion, je parle de l'esprit juif, je parle ici de la culture juive qui dépasse largement les aspects religieux du peuple juif. Il me reste à parler maintenant de l'écriture copte, en restant justement dans cette optique. Qu'est-ce que l'écriture copte? En fait, l'écriture copte, ce n'est rien d'autre que la consignation par écrit de la langue égyptienne. Le copte, en fait, c'est de l'égyptien. Alors, cette écriture, quelle est sa particularité? C'est en fait de l'écriture grecque, c'est donc l'alphabet grec qui est utilisé pour cette langue égyptienne, excusez-moi, pour cette langue égyptienne. 7 caractères ont dû être ajoutés à l'alphabet grec, tout simplement pour pouvoir rendre compte de sons qui n'existent pas dans le grec, en grec, parce qu'il s'agit de familles, le grec et l'égyptien, de familles qui n'appartiennent pas donc au même groupe linguistique. Ce sont des langues qui ne sont pas voisines. Donc il a fallu ajouter un certain nombre de caractères. Le phénomène s'est passé de la même manière au IXe siècle de notre ère, lorsque Cyril et Méthode ont adapté l'alphabet grec aux langues slaves. Il a fallu également ajouter un certain nombre de caractères, et c'est ainsi que le russe nous est tellement familier que nous n'avons pas de grosses difficultés à lire. Je ne dis pas que nous le prononçons bien, ça c'est tout à fait autre chose, mais en tout cas à le décrypter l'alphabet russe ne pose pas de problème. Il est très proche de l'alphabet grec, puisqu'il lui est emprunté, et comme l'alphabet grec lui-même est l'ancêtre de l'alphabet latin, nous n'avons pas de grosses difficultés, hein, bien sûr. Les usagers maintenant du copte, eh bien, les usagers, ce sont les lettrés. Ce sont les lettrés égyptiens, mais qui ont été christianisés. Donc le copte va être utilisé par les savants égyptiens chrétiens. Le copte va être utilisé pour la liturgie du monophysisme, parce que en fait le copte est utilisé par les chrétiens d'Égypte. Et en Égypte, c'est le monophysisme qui l'emporte. J'ai eu l'occasion dans d'autres cours d'expliquer ce qu'était le monophysisme. C'est cette doctrine du christianisme qui va être condamnée par donc l'Église officielle et qui émet l'idée que Jésus n'avait qu'une seule nature, la nature divine, qui avait absorbé la nature humaine. Réception culturelle maintenant de l'Égypte à Rome. Alors, pendant longtemps, avant Jésus-Christ, disons, les Romains n'ont eu que mépris pour la culture égyptienne. Dès lors que l'Égypte entre dans l'Empire romain, donc à partir de la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, les choses vont changer, donc à partir d'Octave, d'Auguste. Ce mépris va se transformer en fascination, au point que, à Rome, les obélisques, vous savez, les obélisques, ce sont donc ces sculptures en pierre qui figent donc un rayon de soleil. Ils symbolisent donc un rayon de soleil. Et de nombreux obélisques vont être déplacés d'Égypte, puisqu'ils
se trouvaient devant des temples égyptiens, et vont être transportés jusqu'à Rome, et à partir de là, ils vont être placés sur des places, justement, dans des endroits publics. Pensez à Saint-Pierre de Rome, à la grande place dessinée par le Bernin. Pensez également, pour revenir également au Bernin, pensez à la Piazza Navona. Pensez également au Circus Maximus, et je pourrais multiplier les exemples. Pensez également, mais alors là, on arrive au XIXe siècle, lorsque le pacha d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, offre à la France, donc dans la première moitié du XIXe siècle, le fameux obélisque de Luxor, qui se situe place donc de la Concorde aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, l'Égypte fait partie de la culture, ou plutôt la culture c'est peut-être un bien grand mot, de la production, c'est un terme qui serait plus juste, de la production cinématographique. Il y a eu dans les années, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50 et 60, de nombreux péplums consacrés à l'Égypte ancienne. Pensons au film avec Richard Taylor et d'autre part, Richard Burton et Liz Taylor, voilà, je faisais un mixte des deux, donc entre Richard Burton donc, et d'autre part Liz Taylor, et ça concerne bien l'époque hellénistique, puisque Cléopâtre est la dernière reine grecque d'Égypte. Plus récemment, vous avez des films plutôt de mauvais goût, intitulés La momie ou Le roi scorpion, qui concernent d'ailleurs des périodes bien antérieures à celles qui ont été décrites dans cet exposé, mais qui montrent que l'Égypte continue à fasciner. Mais ça n'a pas toujours été le cas. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même une grande parenthèse depuis la fin de l'Antiquité on peut le dire, jusqu'au XVIIIe siècle. L'égyptomanie repart au XVIIIe siècle. C'est le moment, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, en 1798, où Bonaparte mène sa fameuse expédition, à la suite de laquelle on va ramener le fameux édit, la pierre de Rosette, qui date en fait du début du IIe siècle avant notre ère. Elle est découverte par un capitaine français, et c'est seulement donc au début des années 1820, en 1822, sauf erreur de ma part, 1822-24, que Jean-François Champollion va décrypter l'écriture hiéroglyphique, et alors là on part dans une autre histoire qui est tout à fait éloignée de mon propos d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous montrer un certain nombre de livres pour compléter l'information. Un petit manuel utile, celui de Bertrand Lançon et de Christian-Georges Schwenzel, l'Égypte hellénistique et romaine, chez Nathan. La civilisation hellénistique de Paul Petit, en que sais-je. Le monde hellénistique, tome second, pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la vie intellectuelle en Égypte et Alexandrie. Le monde hellénistique, la Grèce et l'Orient, par Claire Préau, qui était professeur à l'Université de Bruxelles, collection Nouvelle Clio, Presse universitaire de France. De François Chamou, La civilisation hellénistique, chez Artaud, collection Les Grandes Civilisations. Alors, plus précisément, de Pascal Ballet, La vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 avant Jésus-Christ, dans la vie quotidienne chez Hachette.
Arnaldo Momigliano, Sagesse barbare, les limites de l'hellénisation, qui vraiment est un ouvrage tout à fait remarquable que j'ai recommandé à plusieurs reprises. La science grecque après Aristote, aux éditions La Découverte par Geoffrey Lloyd. Alors, pour l'histoire de l'érudition qui était largement évoquée ici, parce que les érudits de l'époque hellénistique ont préparé le terrain à l'invention de la philologie grecque, donc de Sandys, A Short History of Classical Scholarship, donc une courte histoire de l'érudition classique. Alors là, c'est un vieil ouvrage que j'ai chez moi, publié à Cambridge en 1915. De Reynolds et Wilson, d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins. Alors ces deux ouvrages comprennent tous les deux un chapitre sur la philologie et l'érudition à l'époque alexandrine. C'est la raison pour laquelle je vous les montre. Alors, un ouvrage qui débute chronologiquement au IVe siècle au IVe siècle de notre ère, à l'époque de Constantin, mais qui permet de faire le lien avec la philosophie médiévale, Vivre et philosopher sous l'Empire chrétien, chez Privat. Donc, ça couvre en fait la période qui succède à Plotin. Mais je vous ai dit que Plotin et le néoplatonisme constitue vraiment le point de départ de la philosophie médiévale. Enfin, aux origines du christianisme dans la collection Folio, je crois que c'est un volume dirigé par Marie-Françoise, texte présenté par Pierre Géoltrin. Je crois que c'était dirigé par Marie-Françoise Basselès, mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut lire le chapitre 7, c'est en fait un recueil d'articles, intitulé Un judaïsme d'expression grecque par Joseph Mélez-Mordievski, grand helléniste, s'il en est, spécialiste du judaïsme de l'époque hellénistique, et le chapitre 8 de Marguerite Arles et de Cécile Denier, la Septante, donc la fameuse Bible, est née à Alexandrie. Donc le tout couvrant une bonne vingtaine de pages. Ah, il y a encore le chapitre suivant, le chapitre 9, Les chrétiens, la Septante. Ça vaut la peine d'être lu également. C'est un ouvrage tout à fait remarquable. Vous savez que ce recueil d'articles, qui fait 600 pages, vraiment, il faut le lire, c'est tout à fait passionnant. J'ai dit.